Salut, c'est dimanche et on est sur la troisième et dernière partie de l'histoire Gog et Magog. Lors de la première partie, je vous avais parlé d'une interprétation religieuse qui faisait partie du christianisme et de l'islam, où on s'était aperçu que quand même c'était deux versions qui étaient très similaires et c'était plutôt intéressant. Dans la deuxième partie, je vous ai parlé de l'interprétation ésotérique, occulte, et donc là on va partir sur des interprétations historiques, politiques, etc. Donc en interprétation historique, il y a certains historiens, Gog et Magog représentaient sûrement des peuples ennemis réels. Au fil des siècles, on les a identifiés à des Scythes, des Mongols ou des tribus venues d'Asie centrale. Parfois même des Vikings ou des peuples venus du Nord. Quand souvent il y avait des grandes invasions qui apparaissaient, on pensait souvent Gog et Magog. L'interprétation géographique. Pendant le Moyen-Âge, on croyait tout simplement qu'ils vivaient dans une région inaccessible au monde. Par exemple derrière les montagnes, dans le Caucase, près de la mer Caspienne ou aux extrémités de la Terre. Et là, la muraille de Dul-Karnaïn a été souvent associée à la porte du Dargan au Daghestan, au mur de Gorgan en Perse ou aux portes d'Alexandre. Passons à l'interprétation politique. Dans l'interprétation politique, certains voient Gog et Magog comme des symboles des grands empires destructeurs. Et selon les époques, on les associe à Rome, aux invasions mogholes, aux puissances coloniales et à certaines superpuissances modernes. Dans les cultures apocalyptiques contemporaines, certains groupes religieux les relient à des conflits mondiaux futurs. On passe à l'interprétation spirituelle. Dans les traditions mystiques, Gog et Magog là va représenter les forces du désordre intérieur, les passions à contrôler ou l'ego collectif. Et donc du coup, la fin des temps devient alors une crise spirituelle, une transformation de conscience et un affrontement entre lumière et obscurité intérieure. L'interprétation psychologique. Influencée par Carl Gustav Jung, certains pensent que Gog et Magog symbolisent l'ombre humaine, les instincts primitifs et la violence collective dans l'inconscient. Et quand ces forces-là remontent, on dit que les sociétés deviennent instables, que les foules deviennent destructrices et que les peurs collectives explosent. L'interprétation initiatique. Dans certains courants ésotériques, la muraille de Dul-Karnaïn va représenter la limite de la conscience et Gog et Magog va représenter des forces cachées dans l'être humain. Et quand ces forces sortent, l'individu traverse une crise profonde, une dissolution de l'ancien soi, avant une possible renaissance spirituelle. Alors là, on est très proche des récits de mort symboliques, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'initiations anciennes. On passe à l'interprétation cosmique. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'interprétations qui sont très courtes, mais elles sont là. Certains courants occultes modernes vont voir là Gog et Magog comme des forces énergétiques, des entités, des cycles cosmiques de destruction et de renaissance. Et en fait, ces lectures, elles mélangent souvent l'astrologie, l'apocalypse, les extraterrestres, les dimensions spirituelles et les prophéties modernes. Mais ce sont là surtout des réinterprétations contemporaines. L'interprétation philosophique. D'autres pensent que Gog et Magog représentent simplement une vérité universelle. Toute civilisation porte en elle des forces capables de la détruire. Dans cette lecture, la muraille représente les lois, l'éthique ou la sagesse, et Gog et Magog va représenter le chaos qui revient quand ses limites s'effondrent. Pourquoi ces figures fascinent autant ? Tout simplement parce qu'elles sont volontairement ambiguës. Les textes anciens donnent peu de détails précis, beaucoup d'images symboliques et une forte dimension prophétique. Alors avec ça, en fait, chaque génération, ils vont projeter leurs peurs, ses ennemis, ses crises, ou même ses questions spirituelles. Il faut savoir, encore une fois, je le dis, que Gog et Magog a vraiment traversé les millénaires. Et donc forcément, on les retrouve dans les religions monothéistes telles que le christianisme, l'islam et le judaïsme. On les retrouve dans des légendes médiévales, mais aussi dans des mythes asiatiques et européens. C'est rare qu'une même figure survive aussi longtemps avec autant de versions différentes. Ils sont liés à la peur des frontières de l'inconnu. Donc tu as des peuples qui imaginaient des terres sauvages, des peuples monstrueux, des armées innombrables cachées derrière les montagnes. Ça, c'est dans l'Antiquité. On dit aussi que la muraille est peut-être plus importante que eux, parce qu'en vrai, dans beaucoup de lectures, le vrai mystère plane surtout autour de la muraille, pas de Gog et Magog. Donc t'en as qui pensent qu'elle représente la division entre la civilisation et le chaos, la conscience et l'instinct,
l'ordre et la destruction, le visible et l'invisible. Et là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui empêche le chaos de tout envahir? Alors après, dans certaines visions philosophiques et ésotériques, Gog et Magog ne sont pas représentés comme un événement unique. Ils apparaîtraient à chaque grande crise humaine, en fait. Donc par exemple, l'effondrement, la guerre mondiale, le fanatisme, et notamment les violences collectives. Je pourrais vous en parler pendant des heures de cette histoire parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait et d'interprétation et de sens et de personnes qui pensent différemment, etc., etc. Mais ce serait tellement long. Donc du coup, je vous laisse sur cette fin. Je vous invite à, si ça vous a intéressé, à trouver des petites infos par vous-même du coup. Et puis je vous souhaite un bon dimanche.